L'affaire remonte au 3 janvier dernier à la maison d'arrêt de Rouen. À 7 h du matin, le surveillant prend son service et découvre l'horreur. Dans une cellule, un homme, Thierry Baudry, a été assassiné. Il baigne dans son sang, éventré, une partie de sa chair arrachée. Une scène digne d'un film d'horreur, son codétenu, Nicolas Coqueigne, s'accuse du crime. Il a décrit son geste de folie à son avocat. Il le frappe, on va dire, il le tabasse, a priori presque jusqu'à la mort. Il décide à un moment de l'étouffer, donc il prend des sacs plastiques qu'il va lui mettre autour du cou. Et ensuite, mon client est poussé par une envie qui ne peut expliquer. Il parle d'une folie passagère, d'ouvrir le corps de Thierry Baudry et puis de manger son cœur. En fait, l'autopsie révélera qu'il ne s'agissait pas du cœur, mais du poumon. Ce drame aurait-il pu être évité? Ce qui est sûr, c'est que le tueur avait des antécédents psychiatriques. 2 ans avant les faits, il avait été interné dans cet hôpital psychiatrique près de Rouen. Ce sont ses propres parents qui avaient alerté les autorités. Leur lettre était un appel au secours. Nous pensons que notre fils est dangereux pour la société. Il nous a dit qu'il allait commettre un malheur. Mais au bout de 2 mois d'hospitalisation, les médecins décident de le laisser sortir. Livré à lui-même, Nicolas Coqueigne fait la manche dans les rues de Rouen. Son errance prend fin début 2006. Il est arrêté pour tentative de viol. C'est ce qui le conduit derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Rouen. Très vite, Nicolas Coqueigne sent qu'il ne va pas bien. Il demande à être placé à l'isolement, un quartier à part où les détenus sont seuls en cellule et en promenade. Depuis de nombreux mois, Nicolas Coqueigne appelle à l'aide en demandant un placement à l'isolement. Il m'avait expliqué qu'il se sentait dangereux pour lui-même, mais aussi dangereux pour les autres, et c'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi cet appel n'a pas été entendu? Le directeur de la prison de Rouen a accepté de répondre à nos questions. Il confirme l'existence d'une lettre de Nicolas Coqueigne. Monsieur Coqueigne a en effet transmis une demande d'isolement en mai 2006, dont je n'ai trouvé d'ailleurs l'existence qu'après le meurtre. Et pourquoi vous l'avez trouvé après? Parce que je pense que cette demande n'a pas abouti à mon bureau. Il est fort probable que ce courrier se soit perdu dans les méandres du fonctionnement de la maison d'arrêt de Rouen. Résultat, dans la prison, personne ne va mettre Nicolas Coqueigne à l'isolement. De plus, il va partager sa cellule avec 2 codétenus, dont Thierry Baudry. Le meurtre a lieu dans la nuit. Les surveillants de garde disent n'avoir rien entendu. C'est précisément ce que leur reproche Jacqueline Baudry, la mère de la victime, dans le bureau de son avocat. Moi, la maison d'arrêt, je dis, ils auraient pu surveiller plus que ça, premièrement, puis faire attention quand même, parce qu'il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a rien. Il paraît que les détenus, ils sont tapés dans la prison pour qu'ils viennent. Ils sont pas venus, ils n'ont pas entendu. La famille a décidé de porter plainte contre l'administration pénitentiaire. Je veux attaquer sur le défaut de surveillance. Pourquoi? Moi, ça me paraît clair. On ne peut pas mettre un surveillant devant chaque porte de cellule, ça c'est absolument certain. Mais on ne peut pas non plus envisager de laisser une division entière avec plusieurs centaines de personnes incarcérées en cellule sans aucune surveillance ou très peu de surveillance. Ces faits-là ont certainement dû provoquer un bruit extrêmement important. Il est tout à fait possible d'imaginer que Thierry Baudry ait crié au moment où on l'a frappé. 3 semaines avant le meurtre, nous avions tourné dans le bâtiment où s'est déroulé le drame. Déjà, les détenus confiaient leurs inquiétudes sur la surveillance de nuit. Comment ça se passe la nuit alors? C'est un problème la nuit? S'il y a un problème la nuit, il faut mettre le drapeau, taper jusqu'à temps que le surveillant arrive. On peut mettre le drapeau, je sais pas, à 8h30 et puis qu'il passe qu'à 11h. Ils sont pas assez, vu le nombre qu'on est.
C'est clair. Je vois la nuit, il vous arrive quelque chose, il est tout seul, il passe à certaines heures. Quelquefois, ça peut être trop tard. Dans toutes les prisons en France, la surveillance de nuit est organisée de la même façon. Les gardiens font des rondes. Il n'y a pas de faction permanente dans les divisions. Il n'y a pas un surveillant à l'étage comme en journée. La nuit, il peut y avoir 2 heures entre chaque ronde. Selon l'administration pénitentiaire, la nuit du crime, il y aurait eu 6 passages à l'étage, soit en moyenne 1 fois toutes les 2 heures. Il n'y a pas eu défaut de surveillance cette nuit-là sur la maison d'arrêt de Rouen. Reste une interrogation dans cette affaire. Quel a été le rôle du 3e détenu présent cette nuit-là dans la cellule? Pour l'instant, il est mis en examen pour complicité. Quant à Nicolas Coqueigne, il n'est plus en prison aujourd'hui. Il a été interné dans une unité pour malades difficiles, c'est-à-dire un hôpital psychiatrique réservé aux malades les plus dangereux. On l'égaye comme on peut, quoi. La mode. Ce qui fait rêver, on scotche ici pour éviter de voir toute la merde, entre guillemets, quoi. Tout ce qui se décolle, l'humidité constante. Là, tu passes la main ici, là, tu prends un coup de froid, voilà, tout est comme ça, quoi. Alors voilà, les endroits intimes qu'on a pour aller aux toilettes, c'est ça. Avec un morceau de rideau, puis voilà, c'est tout. C'est pas très hygiénique. Les surveillants ouvrent la porte, bon, il y a un coup de vent, boum, on ouvre, on est sur le trône, il faut le dire à ce qu'il y a, on est sur le trône, on fait nos besoins. À 11h30, pareil, on passe pour les médicaments, bon, on peut être aux toilettes, crac, boum, on ouvre la porte, il y a le courant d'air, c'est terminé. Le plus dur, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est honteux. Je trouve que c'est pas humain. C'est pas humain. C'est intime, quoi. C'est intime, il faut que ça reste intime, quoi. C'est pas en instaurant des conditions de vie comme ce que vous venez de voir qu'on va réussir à faire notre boulot de réinsertion et de garde digne, quoi. C'est mon éthique. Moi, j'ai honte de proposer la douche à des détenus, des douches dans cet état-là. Donc là, elles sont à peu près en bon état. Ça veut dire que sur 1, 2, 3, 4, 5 douches, il n'y en a qu'une qui fuit.
douche. Hein, bon, c'est ça qui est bien ici à cette prison, c'est qu'on a la douche, le cabinet de toilette et tout ce qui est bien, quoi. Pour moi, on enlève les barreaux aujourd'hui, je me crois au Formule 1. Hein. Quand on dit ça à quelqu'un, la prison, c'est vrai que c'est dur, mais ici, c'est une prison, on a le confort, on a tout ce qu'on veut, quoi. Que c'est plus agréable de vivre dans une cellule qui est claire, qui n'est pas tachée, qu'elle n'est pas sale. Il y a beaucoup plus d'hygiène, quoi. C'est vrai que bon, là, c'est un peu, entre guillemets, 3 étoiles, quoi. Mais c'est vrai que bon, tant que vous êtes enfermé, rien ne vaut le dehors que la liberté. Hein. Sequedin, c'est la prison la plus neuve de France, ouverte il y a seulement 2 ans, à 10 km de Lille. Ici, il y a un quartier réservé pour les mineurs. Un monde à part dans la prison. Là, ils sont 3 surveillants en jogging pour seulement une quinzaine d'adolescents. Il est 7 h du matin. Le surveillant les oblige à se lever. Bonjour James. Ouais, je vais le signaler aujourd'hui. Hein, tu veux donner un petit coup par terre là? Ouais, j'ai le coup, je bouge pas. Mais si, allez. Fais voir ta tête un petit peu là. Déjà change de jean et tout, il caille là. Allez, fais Ouais, c'est dur quand ils ont fait une petite nuit surtout. Comme ils discutent jusqu'à des heures pas possibles. Ici, en quartier mineur, les surveillants remplissent plus qu'ailleurs un rôle d'éducateur. Un rôle qui consiste surtout à donner des règles de vie. On joue le rôle du père, du frère, du grand frère, de l'éducateur, du psychologue, du psychiatre. Et tout ça, on n'a aucune formation pour tout ça. On n'a qu'une formation pour des surveillants. Mais sur le tas, on apprend un petit peu à faire ça. Face à eux, des jeunes au profil très différent. Certains ont commis des actes très graves, comme des viols ou des incendies de bus. D'autres, simplement des vols à répétition. Aujourd'hui, un match de foot est organisé entre les mineurs et les majeurs de la prison. Mais soudain, un incident éclate entre 2 jeunes. Le bagarreur au t-shirt rayé est le dernier arrivé dans le quartier mineur. Il a déjà intégré les dures lois de la prison. Pour s'imposer, il faut montrer sa force, comme nous l'explique un autre adolescent. En fait, ici, quand on est arrivant ici, ils vont chercher à voir si t'es faible ou pas. Et voilà, ils vont commencer à pousser. Par exemple, si t'as de l'argent, cantine-moi ci, cantine-moi ça. Et si ils poussent et qu'on réagit, il va y avoir une bagarre. Et après, la bagarre, c'est le plus fort, voilà, il l'emporte et lui, après, il va plus t'embêter. Consigné dans sa cellule, le provocateur du terrain de foot se vante auprès de ses copains. J'ai dit quoi? J'ai dit à un mec, hein, je vais t'enculer moi. Il me dit quoi? Vas-y, encule-moi. J'ai dit d'accord. J'ai mis patate, que du sang. Résultat de la bagarre, les 2 adolescents vont être punis. Là, je lui enlève la télé parce qu'il s'est battu tout à l'heure sur le terrain de sport. Voilà. Privé de télévision, c'est ce qui les embête le plus, je pense, ici.